Trump veut supprimer les impôts sur le revenu et les remplacer par quoi? Par les tarifs douaniers. Avant de rentrer dans le détail et de comment ça va impacter tous les autres pays autour des États-Unis, il faut revenir en arrière et comprendre l'historique. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de se référer à des choses qu'on prend comme pour de l'acquis. On considère que les impôts, c'est normal. Pourquoi? Parce que chaque année, il faut payer les impôts, même maintenant, tous les mois, c'est prélevé directement sur le salaire dans la plupart des pays, etc., etc. Et donc, les impôts, il y a un dicton qui se dit en anglais qu'il y a deux seules choses sûres sur cette terre, c'est la mort et les impôts. Comme si les impôts étaient devenus quelque chose d'inhérent à notre existence. La vérité est la suivante. Je vais parler uniquement des États-Unis et ensuite vous tirez les conclusions que vous voulez par rapport à la France, par rapport à d'autres pays, etc. Aux États-Unis, il n'y avait pas d'impôt sur les revenus. Quand l'Amérique avait été créée, les seuls impôts qui existaient à l'époque, c'était les impôts fonciers. C'est-à-dire quiconque était propriétaire terrien payait des impôts, personne d'autre ne payait des impôts. Et ça correspondait également à ceux qui avaient le droit de voter. Le droit de vote n'avait rien à voir avec tout ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, esclavage, blanc, noir et tout ça, etc. Parce qu'il y avait déjà, à l'époque de la création des États-Unis, il y avait des Noirs qui étaient propriétaires terriens et qui, eux, payaient des impôts parce que c'est les seules personnes qui avaient le droit de voter. Quiconque était propriétaire parce que il payait des impôts, donc il fallait qu'il puisse voter pour décider ou aider à décider à quoi serviraient ces impôts. Et donc, pendant tout le 19e siècle, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Alors, ils ont rajouté d'autres impôts par la suite. Tout de suite, au début de la création des États-Unis, c'était les taxes douanières, ce qu'on appelle en anglais les tariffs, les tarifs douaniers. C'est quoi les tarifs douaniers? C'est tout simplement quand le pays importe certaines choses, ils vont imposer une taxe de 10, 15, 20% qui va majorer le coût du produit importé. Ensuite, il peut être transformé et il peut se transformer, être vendu à un autre prix. Mais si, par exemple, la matière première est importée pour une valeur de 10 dollars, si on rajoute un tarif douanier là-dessus de 20%, ce sera 12 dollars qu'il coûtera à l'entrée aux États-Unis. Mais ensuite, ça sera transformé d'une autre façon avec la matière première qui va être transformée, etc., pour que le produit final coûte 50 dollars ou 100 dollars ou quoi que ce soit. Donc, en fin de compte, l'impôt douanier, le tarif douanier à l'origine, ne va pas avoir un impact énorme. Ceci dit, il en a un quand même. Alors, avant de parler de l'impact qu'il a et de l'analyse qu'en font les économistes classiques qui n'ont pas toujours raison, il faut comprendre quand l'impôt sur le revenu est arrivé. L'impôt sur le revenu aux États-Unis est arrivé en 1913 avec le 16e amendement à la Constitution. Il fallait que ce soit rajouté comme amendement à la Constitution. Et la raison pour laquelle ça avait été fait, c'est parce que en même temps, il y avait la création de la Federal Reserve, qui était un groupe de banquiers qui avaient pris sur eux-mêmes, c'était appelé fédéral alors que ça n'avait rien de fédéral, c'était privé, ça reste toujours une organisation privée, qui, eux, continuent à gérer la masse monétaire américaine. C'est eux qui vont imprimer les billets. C'est pas le gouvernement fédéral, même si officiellement c'est lui. Sur l'argent, sur le dollar, c'est marqué Federal Reserve Note. En fin de compte, c'est une reconnaissance de dette. Comme une lettre de crédit, c'est une reconnaissance de dette. Chaque dollar est une reconnaissance de dette envers qui? Envers la Federal Reserve. Ça veut dire que les gens payent et reçoivent de l'argent avec des reconnaissances de dette, qui sont des promesses de paiement éventuelles. Et au début, quand le 16e amendement avait été voté pour créer les impôts sur le revenu, ça ne devait jamais dépasser les 0,5% des salaires ou des revenus des gens. Ils l'ont oublié très vite, parce que ça a augmenté très vite. Et ça fait un bond d'abord à cause de la participation des États-Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917, qui avait été amené par la maison Rothschild, qui, dans leur déclaration de Balfour, contre la promesse de la création de l'État d'Israël par la suite, etc., avait obtenu une pression de la part de la Federal Reserve pour amener
l'Amérique a participé à la Première Guerre mondiale. En même temps, il fallait emprunter de l'argent, donc la Federal Reserve était gagnante. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait un banquier principal, Warburg, qui était dans la Federal Reserve, et son frère allemand, Warburg, était à la tête de la Banque nationale d'Allemagne. En fin de compte, les deux frères étaient de mèche en même temps pour prendre de l'argent des deux côtés, parce que l'argent n'a pas d'odeur pour ceux qui cherchent à gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, ils ont pu augmenter à cause des besoins de financement de l'armée américaine dans la Première Guerre mondiale, ils ont pu obtenir le fait d'augmenter les impôts et de dépasser les fameux 0,5% qui était censé être la limite à l'époque. Et ensuite, les impôts sont devenus quelque chose de parfaitement normal. Ensuite, dans les années 30, après la Grande Dépression aux États-Unis et en France, pendant toute la période du Front populaire, on est arrivé avec cette notion qui était l'impôt progressif. C'est-à-dire, tout le monde n'allait pas payer le même montant, ce qui aurait semblé juste, même si toutefois on accepte que les impôts peuvent être considérés comme justes par leur propre existence. Eh bien, les impôts progressifs étaient que plus on gagnait, plus on allait payer en pourcentage. Ça, c'était dans une volonté d'écraser la différence entre différentes classes sociales et ce qu'ils gagnaient. Le résultat a été le contraire, parce que le résultat a été du fait que ceux qui gagnaient beaucoup allaient pouvoir se permettre d'avoir des comptables, des experts comptables qui allaient savoir comment manipuler la loi, comment contourner la loi, sans parler du fait que c'est eux qui avaient les lobbies pour influencer la complexité de la loi sur l'imposition. Et avec les comptables, avec les experts comptables, ça n'a fait que écarter encore davantage le résultat final de combien les gens allaient gagner. Et Donald Trump, contrairement à ce qu'on pourrait penser, connaît très bien l'histoire américaine et c'est un féru de l'histoire américaine. Il aime beaucoup Andrew Jackson, qui était, je me souviens plus, c'était le 6e, 7e ou 8e président des États-Unis, qui était un populiste et qui, lui, s'opposait à la création de la Banque nationale aux États-Unis. Et donc, il ne voulait pas que les Américains soient tributaires de la banque. Et donc, lui allait toujours aller dans le sens populiste. Et ce n'est pas par hasard que quand il est en train de signer aujourd'hui tous ces arrêts exécutifs de la présidence Trump aujourd'hui, derrière lui, on voit le portrait de Andrew Jackson. Donc, Trump considère que pendant tout le 19e siècle, qui a vu une des plus grandes croissances de l'économie et de la puissance américaine qui ait jamais existé, et il y avait encore énormément de liberté pendant le 19e siècle, le seul impôt qui existait en dehors des taxes foncières, c'était le tarif douanier. Et tout le gouvernement américain arrivait à être financé avec tout ceci sans problème. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les impôts sont considérés comme une nécessité et pourquoi Trump considère que ce n'est pas une nécessité? Ben, on sait déjà aujourd'hui, on en a parlé lors de notre dernière intervention sur le USAID, que plus il y a de projets à l'étranger, plus on peut justifier des impôts, plus on peut les cacher derrière des tas d'ONG, et en fin de compte, ça ouvre une porte à une corruption où il n'y a plus de commune mesure. Zelensky, qui est la tête de l'Ukraine lui-même, a dit que sur les 200 milliards de dollars que l'Amérique est censée avoir donnés à l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, il n'en a vu que 100 milliards. Mais même sur les 100 milliards, lui, il s'est grandement enrichi, donc il y a eu une grosse corruption de sa part. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux autres 100 milliards? Ben, souvenez-vous, tout ce qu'on a dit sur le USAID, il y a une corruption, et ce n'est pas seulement dans ce cas-là, mais il y a énormément de cas dans le même style. On a vu qu'il y a eu 53 millions de dollars qui ont été dépensés pour une station-service en Afghanistan, qui en plus distribuait du gasoil qui n'est pas utilisé en Afghanistan. Et cette station-service, il n'y a personne
personne ne s'en sert. Et ça, c'est un exemple, mais il y a énormément d'exemples comme ça. Donc, si on veut supprimer toute cette corruption dont elle a participé par l'USAID, il faut d'abord couper les vivres. Et c'est pour ça que je pense que Trump veut supprimer les impôts sur le revenu pour qu'il n'y ait pas cette élasticité de disponibilité de l'argent pour toutes les forces de corruption qu'il peut y avoir derrière. Donc, quel est l'autre moyen de pouvoir financer l'État? Parce que déjà, s'il n'a pas besoin de tout l'argent de corruption, l'État peut être financé avec bien moins d'argent. On peut le faire par les tarifs douaniers. Alors, les économistes classiques disent, mais ça ne marchera pas. Parce que, en fin de compte, un tarif douanier, logiquement, c'est le consommateur qui le paye. Parce qu'ils disent, disons par exemple que, je vais dire n'importe quoi, hein, mais une tonne d'acier importée de Chine coûte $100 en l'amenant de la Chine. Alors qu'aux États-Unis, s'il était fabriqué aux États-Unis, elle coûterait $120 à cause du niveau de vie, à cause de pas mal d'autres coûts, etc. Et donc, pour égaliser l'équilibre commercial entre les États-Unis et la Chine, Trump proposerait une taxe douanière, un tarif douanier de 20%, ce qui ramènerait le coût aux États-Unis de la tonne d'acier chinoise à $120 également, tout comme ça serait aux États-Unis, et même il pourrait le faire dans le sens où ça avantagerait davantage tout ce qui est produit aux États-Unis. Et les gens disent, ben oui, mais en fin de compte, ce sera le client final, le consommateur américain, qui va les payer, tout ceci. Pas si vite que ça. Il s'agit de comprendre comment fonctionne l'économie réellement. Regardons par exemple ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis. Trump a dit que le Canada est en train de profiter énormément des États-Unis parce qu'il y a un excédent commercial en faveur du Canada qui est énorme. Pour le Canada, les États-Unis d'Amérique sont le premier marché d'exportation. 70% des exportations canadiennes se font vers les États-Unis d'Amérique. Donc, pour le Canada, c'est un gain qui est énorme. Trump a dit, ça c'est injuste, il faut rééquilibrer les choses. Et donc, il a dit, comme beaucoup de problèmes concernant la drogue passent par le Canada également, surtout le fentanyl qui est responsable de dizaines de milliers de morts aux États-Unis, parce qu'il y a des drogués qui prennent ça, etc. En plus, parfois, il est prescrit par des médecins en très petite dose, mais ensuite les gens deviennent accros à ça, deviennent addicts, et ils se retrouvent coincés. Trump a montré qu'il y a des laboratoires en Alberta, une des provinces du Canada, où il y avait une production qui valait environ 500 millions de dollars. Donc, il s'agit de fermer ce genre de choses. Et la seule façon de le faire, c'est de faire pression sur le gouvernement canadien pour que lui commence à faire attention à la frontière pour empêcher ces choses-là de pénétrer aux États-Unis. Sinon, comme a dit Trump, j'impose 25% à tout ce qui vient du Canada. Ce sur quoi Trudeau a tout de suite dit, ben vas-y, nous on va faire la même chose aux États-Unis. Sauf qu'il y a un tel déséquilibre que tout tarif douanier qui pourrait se faire de la part du Canada sur les États-Unis serait infime, hein, parce qu'il représenterait même pas 1% du PNB américain, et alors que sur le Canada, ça serait catastrophique. Non seulement ça, mais dès que Trump l'a annoncé, il y a environ 50% des petites et moyennes entreprises canadiennes qui produisent de la nourriture, qui produisent des tas de différentes choses, ont tout de suite fait une demande pour déménager aux États-Unis et produire tous leurs produits pour elles qui se vendaient à 90% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, pour que ça soit produit aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ont un influx d'investissement en capital et ça crée des emplois.
Donc, en fin de compte, de ce côté-là, les États-Unis sont gagnants-gagnants. Et ça, c'est déjà fait. Ils ont commencé à le mettre en œuvre et il n'y a pas de retour en arrière par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, Trump va continuer à baisser les impôts corporatifs sur les sociétés. Ça va se retrouver aux alentours de 15%, peut-être même qu'il va les baisser encore davantage. Ce qui va faire que les États-Unis vont être très attrayants pour les pays du monde entier pour que les gens investissent aux États-Unis parce qu'ils vont payer nettement moins d'impôts. Et ça va être un chemin de non-retour. Donc, dès que Trump a appelé le bluff de Trudeau, ben, dans même pas 24 heures, je crois en 16 heures, le Canada a réagi tout de suite et a dit d'accord, 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 on va investir 1,3 milliard de dollars sur les frontières, sur des tas de choses comme ça. Et Trump a dit d'accord, donc je ne vais pas appliquer le tarif douanier pendant 30 jours. Donc il n'a pas enlevé complètement. Il va voir ce qui va se passer pendant les 30 jours qui viennent. La même chose s'est passée avec le Mexique. Il a mis une taxe douanière, un tarif douanier sur le Mexique de 25%, et parce que le Mexique ne protégeait pas la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Très rapidement, Sheinbaum, je crois qu'elle s'appelle, la première ministre mexicaine, elle, elle a tout de suite changé son fusil d'épaule, elle a dit « je reviens en arrière par rapport à ça ». Ce n'est pas les seuls pays. La même chose s'est passée avec la Colombie, où la Colombie ne voulait pas accepter tous les gangsters, tous les criminels que les États-Unis sont en train de mettre à la porte en ce moment, ceux d'origine colombienne. Et quand Trump, en l'espace de 8 minutes, ça s'est passé, parce que le président de la Colombie a rappelé tout de suite, il dit d'accord, 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 je vais les accepter, parce qu'il avait menacé tout de suite d'un tarif douanier de 25% également. Donc ça, c'est déjà en train de se faire aux États-Unis. L'effet Trump se fait ressentir parce que même l'Équateur, maintenant, a imposé des tarifs douaniers au Mexique de 27%. Donc, de plus en plus de pays vont commencer à fonctionner de cette façon-là pour défendre leur beefsteak, leur économie et cette façon de fonctionner. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais ça, c'est trop protectionniste, ça enlève le marché libre, etc. Mais parfois, il s'agit de rééquilibrer les choses. La Chine a beaucoup profité de tous les marchés occidentaux et les États-Unis d'Amérique sont en train déjà de mettre en place un tarif douanier de 10% par rapport à la Chine également. Donc d'abord les pays voisins des États-Unis, dans l'hémisphère ouest, ensuite la Chine, et on va se dire mais qu'est-ce qui va se passer avec le reste du monde? Il est déjà en train de parler des conséquences que ça va avoir sur l'Europe. Et sur l'Europe, ça serait dramatique. Parce que l'Europe, il y a des gens, moi j'ai vu des gens, des Français, des économistes, etc. Mais on sait que des économistes comme certains qui avaient dit qu'on allait ruiner la Russie, etc., il n'en est rien, même le contraire, sont en train de dire, ben oui, tout ce qu'il faudra, c'est remettre les tarifs douaniers sur les produits américains. Sauf que ces tarifs douaniers sur les produits américains existent déjà. Alors que, par exemple, les voitures américaines sont très taxées quand elles arrivent sur le marché européen. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui pensent que si elles n'étaient pas taxées à ce niveau-là, plus à l'époque il y avait 33% de TVA sur les voitures dites de luxe, et même sur toutes les voitures pendant un certain temps, c'était du protectionnisme également. Mais là, d'un seul coup, les voitures américaines, ben, on en verrait partout parce que l'Amérique arrive quand même encore à produire des voitures à des tarifs nettement moins chers que l'Europe. Moins cher que Mercedes, moins cher que BMW, peu importe la qualité des voitures, mais même la Toyota, qui est une voiture très appréciée, elle fabrique énormément de ces voitures dans des usines américaines en Amérique. Et c'est ce que Trump veut faire. Il veut qu'il y ait, peu importe d'où viennent les investissements dans le monde, donc sur le plan du capital, l'investissement peut toujours être fait dans le pays, mais que ça bénéficie à l'économie locale. Mais s'il commence à y avoir des effets de cette façon-là sur l'économie européenne, ça va être dramatique. C'est peut-être pas par hasard que la première ministre du Danemark vient d'annoncer qu'elle ne va pas participer avec l'OTAN
dans le fait de soutenir l'Ukraine, dans le fait de continuer à payer des choses qui vont à de la corruption, soit intérieure, soit extérieure en Ukraine. Même Trump a soulevé tout le problème parce qu'il a dit, surtout l'argent que l'Amérique va envoyer en Ukraine, l'Amérique va vouloir récupérer des métaux très chers, les métaux rares, etc., qui existent dans le sous-sol ukrainien, en contrepartie des 200 millions qu'ils ont envoyés. Et c'est là que Zelensky dit, mais nous, on n'a jamais reçu 200 millions, on n'a reçu que 100 millions. Donc, il faut comprendre que si on veut analyser réellement les tarifs douaniers, il faut comprendre la dynamique dans laquelle ils se dessinent. Pour Trump, l'action sur les tarifs douaniers, c'est un point de négociation sur des tas d'autres points. Sur la drogue, sur d'autres jeux d'influence entre les pays, mais c'est également une façon de chercher à montrer au pays qu'il peut vivre sans impôt sur le revenu. Et si, d'un seul coup, les États-Unis d'Amérique deviennent un pays où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, imaginez le brain drain qu'il va y avoir. Le brain drain, c'est une terminologie qui est sortie dans les années 70, qui veut dire qu'on draine tous les cerveaux d'ailleurs. Parce que c'est sûr, si les gens peuvent gagner de l'argent et ne pas avoir payé d'impôts dessus, ben c'est très bien. Déjà, aux États-Unis, ça fait plus de 20 ans maintenant, ou environ, oui, ça fait plus de 20 ans, qu'il n'y a pas d'impôt sur l'héritage. Zéro. Zéro. Alors qu'en France, on sait qu'il est à environ 45%. Et donc, par certains côtés, il faut comprendre que la France va avoir du mal à se sortir du marché commun, de l'Union européenne, parce qu'elle a énormément de taxes et de mesures d'imposition qui sont bien plus élevées que même les autres pays frontaliers en Europe. Donc, il s'agit de commencer à regarder les choses d'une autre façon, de comprendre les choses dans le contexte historique et de se dire si l'Amérique a eu une bonne croissance pendant tout le 19e siècle sans impôt sur le revenu, à quoi sert l'impôt sur le revenu sinon de payer des tas de corruption et en fin de compte d'alimenter une oligarchie d'élitistes qui vont profiter et on va avoir des styles de vie extraordinaires sur le dos des contribuables. Parce que, quand on regarde aux États-Unis et en France, regardez le style de vie de ceux qui sont liés ou associés au pouvoir. Ça ne correspond pas à leur salaire. Ça ne correspond pas à l'argent qu'ils gagnent officiellement. Alors, d'où vient cet argent qui soutient leur style de vie? Je vous pose la question.